Bonjour, je suis Yannick Leguerne et vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure. I thought love was only true in fairy tales, and for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Parce qu'entreprendre, c'est s'approprier le monde, le bâtir, le faire évoluer pour soi et pour les autres. Notre émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure présente de nouvelles manières de voir, de penser et d'agir. D'entrepreneurs, d'artistes, de philosophes, d'humanistes, de chercheurs, d'écrivains, mais pas que. De personnes qui ont changé ou changent de vie et font évoluer le monde par ce qu'elles font et par ce qu'elles sont. Alors avec eux, pensons et rendons les utopies concrètes. Renouons avec les idéaux, car nous créons ce en quoi nous croyons. Alors autant croire et rêver à la lumière, à la beauté et à une humanité qui permet au meilleur de l'homme de se réaliser. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. Don't you want somebody to love? Don't you need somebody to love? Wouldn't you love somebody to love? Je suis Yannick Leguerne, vous êtes sur Radio We Do Biz, radio des entrepreneurs dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Danielle Rousseau. Bonjour Danielle. Bonjour Yannick. Alors Danielle Rousseau, vous êtes entrepreneuse, vice-présidente du MEDEF. Non. Vous ferez le point, vous nous direz ce que vous avez fait pour le MEDEF. Présidente de Tremplin Dirigeante et de l'Espace Faubourg. Accessoirement, vous êtes humaniste, écolo, féministe, promoteur de l'entrepreneuriat féminin, de l'entrepreneuriat social, durable, solidaire, et en avance sur votre temps et visionnaire. Alors ça veut dire quoi tout ça? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Alors juste pour rectifier concernant le MEDEF, je ne voudrais pas avoir de problème avec le MEDEF national. Non, j'ai été vice-présidente du MEDEF des Hauts-de-Seine. Voilà. Et donc en son temps, je ne le suis plus. Je suis toujours par contre au MEDEF national, à la commission entrepreneurs et sociétés, dans deux groupes de travail particulièrement intéressants. L'un qui concerne les relations associations et entreprises, car pour nous, c'est dans le monde associatif que les germes du futur sont les plus présents. Et puis également art et entreprise, et puis entrepreneuriat, bref, quelques petits sujets qui nous concernent, y compris environnement. Alors revenons à votre parcours, à vous. Qui êtes-vous? Alors on peut lire ici et là, bonne épouse, bonne mère, et puis après... après, ça s'arrête. On n'est plus bonne épouse, on n'est plus bonne mère, on est entrepreneuse, on est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pense pouvoir me qualifier en étant tout simplement une femme avec un F majuscule, une mère, et également une citoyenne très impliquée. L'entrepreneuriat est une des façons de se réaliser pour moi. En fait, oui, j'ai 2 enfants, 4 petits-enfants, 2 fils, 4 petits-fils, et j'ai créé le réseau Dirigeante, c'est-à-dire un outil pour défendre les femmes. Comme vous le voyez, c'est plein de messages. En fait, l'entrepreneuriat pour moi est devenu une façon de me réaliser, mais également une façon de prendre ma liberté et de savoir qui j'étais. Alors, quand ça, à quel moment, pourquoi? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, pour tout vous raconter, je me suis mariée très jeune, à 21 ans, et j'ai eu rapidement un enfant, et j'ai surtout accompagné mon époux dans le développement d'une entreprise familiale. Et au bout de quelques années, il arrive que nous ayons fini une histoire et peut-être besoin de rentrer dans une autre dimension. Nous nous sommes séparés et je me suis retrouvée en me posant la question, qui suis-je? Je n'ai pas d'identité, j'ai été la femme d'eux, j'ai travaillé pour et avec, j'ai eu des enfants que j'adore et qui sont pour moi l'essentiel de ma vie, mais tout de même,
ça n'est pas suffisant pour pouvoir me dire que c'est ainsi, que c'est un point final à quelque chose. En fait, dans ma génération, puisque j'ai 68 ans aujourd'hui, les femmes n'avaient pas pour, si je peux dire, pour destin, de devenir des êtres sociaux à part entière. À 68 ans, née en Tunisie, on est d'abord éduqué pour devenir une bonne épouse et une bonne mère. Alors, Et comment on les construit études que l'on cette peut faire, identité? les études que l'on peut faire n'ont pas d'importance. Ce qui compte, c'est de pouvoir dire j'ai des enfants, je suis mariée et je remplis mon rôle social convenablement. Alors, vous Donc, avez fait quoi comme étude, justement? alors moi, j'ai fait une expertise comptable, mais parce que mon père était prof de maths et qu'il considérait qu'à l'époque, c'était une bonne façon de me différencier de ce qui attendait les femmes, c'est-à-dire secrétaire de direction ou hôtesse de l'air, c'était déjà le top. Donc il me disait, bien ma fille, je pense qu'avec la comptabilité, tu auras une autre place, car j'avais un père quand même assez visionnaire et il était très conscient de cet handicap qui était le fait d'être une femme dans une société, surtout en Tunisie. À l'époque, en France, on commençait un peu à bouger, mais les femmes n'étaient pas, jusqu'à ce jour, malgré tout, pas considérées comme des individus à part entière. Chacun son rôle et les choses sont bien gardées. Donc j'épouse et très heureuse d'épouser et très amoureuse. Et je m'épanouis pleinement dans mon couple, mais tout de même, il y a quelque chose qui me paraît pas complet, j'arrive pas à m'exprimer totalement. Je suis dans l'automobile, j'accompagne mon époux dans ce qu'il fait. Tout ça est passionnant parce que nous démarrons une affaire, mais au bout d'un moment, je vois plus ma place. Il y a de nombreux salariés et je j'ai même pas de fiche de paye, j'ai même pas d'identité, je sais même pas à quoi je sers ni ce que je fais. Et pourtant, je sens un bouillonnement. Alors, je commence à pratiquer le yoga et je commence à prendre du temps pour moi, du temps pour mes enfants. Et petit à petit, disons, il y a une autre dimension, il y a une autre conscience qui arrive. Et dans cette dimension, cette conscience, eh bien, petit à petit, il m'apparaît que peut-être j'aurais un rôle à tenir dans le monde associatif. Et c'est par ce biais-là que les choses commencent à changer. Alors, vous commencez par faire quoi? Eh bien, par m'occuper des autres, par faire partie de la gymnastique volontaire, de m'inscrire dans une relation aux autres en donnant des cours aux personnes âgées. Quelle bonne idée! Maintenant, ça m'est utile, etc., etc. Et petit à petit, je commence à retrouver les fondamentaux de ma nature. Et à ce moment-là, eh bien, dans mon couple, eh bien, il y a comme une séparation parce qu'on ne regarde plus dans la même direction. Alors, quelle identité se met en place? Eh bien, une identité de personne, enfin moi, je n'appellerais pas ça une identité, je dirais que c'est un besoin pour moi de prendre le risque de vivre autrement, de prendre le risque de vivre avec ce que je sens, ce que je pressens, et éventuellement peut-être ce que je suis ou ce que je crois commencer à percevoir Alors, de qui je suis. Alors, qu'est-ce que vous comprenez de vous? Qu'est-ce que vous sentez? Qu'est-ce que vous pressentez, justement? Alors la première qu'est-ce que vous chose avez envie de que je réaliser? ressens, c'est que la vie ne s'arrête pas à juste se regarder l'un l'autre déjà, et qu'il faut avoir une ouverture d'esprit qui nous permette d'être en relation avec tout notre environnement, que vivre pour soi, enfermé dans un petit cocon de confort, n'est pas pour moi satisfaisant, que je suis l'aînée de 8 enfants, j'ai toujours été, disons, chef de tribu, hein, et que la tribu me manque, et que la nouvelle tribu que je me suis créée devient étroite pour moi, et que j'ai Et besoin... c'est pas vous le chef de la Non, tribu? non, c'est pas moi le chef, et donc j'avais peut-être besoin de reprendre les commandes. En tout cas, c'est même pas ça. Je pense surtout que j'avais besoin de me sentir utile. J'ai vraiment toujours eu ce besoin, et il arrive qu'on ne se sente pas vraiment utile à être juste calé sur les besoins d'un être, et même de 3, puisqu'avec mes 2 enfants, ça en faisait 3. Alors, comment est-ce qu'on sort de la dimension de la famille? On veut être utile à qui? À l'humanité, à la société? On veut créer, développer des projets? On fait quoi? On commence, moi je crois que c'est un tâtonnement, hein. C'est au fur et à mesure que l'on perçoit, que l'on pose un acte. En tout cas, le plus dangereux, c'est de ne rien poser, c'est de ne rien risquer. Et là, j'ai réalisé que j'étais entrepreneur, c'est la prise de risque permanente. Et si j'allais ouvrir
s'ouvrir et regarder autrement. Et si je pose un pied ou une main sur un terrain qui peut me paraître étranger ou je ne connais pas du tout, je vais à la découverte de ce qui m'entoure, à la découverte de mon quartier. C'était la ville nouvelle de Cergy-Pontoise, c'est pas neutre. C'est un lieu pour réinventer des choses et pour tout était possible. Donc j'ai créé un institut de développement personnel sur la zone industrielle de Cergy-Pontoise à l'époque, en essayant de transmettre ce que m'avait apporté le yoga, et tant sur le plan de la pratique que sur le plan de l'ouverture d'esprit, en faisant venir un certain nombre de conférenciers que j'avais rencontrés à l'école de la Fédération nationale des enseignants de yoga. Et donc, à commencer à créer un courant, un mouvement, à éveiller quelques personnes qui avaient envie comme moi. Et quand j'annonçais, tiens, nous allons recevoir, à l'époque, c'était Gérard Blitz qui était président de la Fédération des enseignants de yoga, etc. Donc c'était quand même un personnage peu ordinaire. Et j'en avais d'autres et je faisais venir dans mon Cergy, qui était le bout du monde à l'époque, et même pas l'autoroute, eh bien, j'avais la chance de pouvoir convaincre celui qui venait et de donner envie à ceux qui m'entouraient de venir écouter et de venir partager. Et du coup, je me suis constituée un groupe de fidèles et ça m'a permis d'avoir d'autres personnes qui enseignaient comme moi et le yoga et la diététique et d'autres choses encore. Nous sommes rentrés dans une logique de partage et de partage de connaissances, de recherche d'évolution commune. Et il a fallu gérer tout ça. Et je me suis rendu compte que cette gestion, ça correspondait, même si c'était un monde associatif, pratiquement ça demandait autant de rigueur qu'une entreprise. Alors, transmission, partage, connaissance, enfin des choses qui ont marqué l'ensemble de votre carrière. Je ne sais pas si on peut parler de carrière quand on est entrepreneur, du moins de vos projets, de votre vie. Je pourrais dire de mon parcours et de mon voyage aussi, parce que c'est un voyage. Alors, vous avez parlé aussi d'actes fondateurs, finalement. Quel a été le premier acte pour vous transformer ou prendre conscience que vous étiez entrepreneur ou entrepreneuse? Eh bien, à un moment donné, j'avais parcouru pas mal le monde, puisque je me suis pas mal baladée. J'ai été à la recherche à la recherche des fondamentaux, ou tout au moins de ce que je croyais être le lieu de l'évolution. Le Ladakh, l'Inde et bien d'autres choses encore. Les États-Unis, j'ai fait un séjour fabuleux à SLN Institute en Californie, à Big Sur, où j'ai rencontré Stan Grof, Edward Stack, d'autres personnes qui m'ont permis, là je me suis mise vraiment sur le grill en prenant tous les risques de changer totalement de regard sur moi-même et même d'être surprise par mes propres réactions et par le regard des autres sur moi-même. Donc ça, c'est la première des prises de risque que j'ai prises. Alors vous avez, pour aller un petit peu plus loin, vous y avez découvert quoi, justement? Comment votre regard a changé? Qu'est-ce qui a changé sur vous et dans l'image que vous projetiez? J'ai découvert que j'avais une grande force et que je n'avais pas peur de me perdre, ou pas peur de mourir, ou pas peur. J'avais plus peur de grand-chose. Et donc, vous aviez aboli la peur. Oui, et peut-être aussi la peur de ne pas être aimé. Parce que ce qui peut-être m'avait tenu le plus enchaîné, si je peux dire, c'était le besoin d'amour et le besoin d'amour de l'autre. Et à partir du moment où je pouvais me passer de ça, où je pouvais être tranquille, où je pouvais être heureuse et paisible, même mon premier acte quand je me suis séparée de mon ex-époux, ça a été de voyager toute seule. C'était terrible pour moi, je n'avais jamais voyagé seule. Et mon seul compagnon était un appareil de photo, parce que j'avais besoin de fixer mes émotions, de partager mes émotions. La seule chose, c'était un clic. Et j'ai appris qu'on pouvait aussi être bien, et qu'on pouvait aussi s'enrichir, et qu'à l'extrême, il nous arrivait des choses qui ne pouvaient jamais nous arriver quand on était deux ou quand on était plus. Quand vous êtes toute seule, le monde vient à vous, les gens viennent à vous. Et quand vous voyagez en compagnie, vous passez à côté d'un certain nombre de choses, parce que surtout pour une femme, on s'approche. C'était vraiment une expérience unique. Et pour moi, là, j'ai appris que tout pouvait être possible. On crée les conditions d'une rencontre. On dégage quelque chose. Exactement. Il y a une forme de disponibilité, de vacuité, peut-être aussi, je ne sais. En tout cas, cette chose-là
peut-être a fait que j'ai fait des rencontres assez fabuleuses. Alors par exemple, quelques rencontres comme ça qui vous ont marqué, qui ont Ben, changé votre vie. Je me souviens qui ont changé ma vie. Non, c'est pas une ou truc, c'est une succession. C'est plutôt une prise de conscience qui change ma vie. Au travers de plusieurs rencontres, au travers de plusieurs chocs émotionnels même, à travers de plusieurs questions, parce que tout d'un coup, la façon dont les choses se présentent, le type de questions qu'on vous pose, et je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que j'évoluais moi-même, les personnes en face de moi évoluaient aussi. On ne me posait plus les mêmes questions, ne s'adressait plus à moi de la même façon. Et du simple fait comment allez-vous, comment vont vos enfants, comment va votre mari, on pouvait me poser la question comment va le monde. Et là, c'était quand même une autre affaire et beaucoup plus intéressant, quoi. Et alors, qu'est-ce que vous découvrez de ce monde, de ces mondes? Alors, il faut dire aussi que j'ai changé de grille de lecture. Au travers du yoga, j'ai enseigné le yoga pour pouvoir l'enseigner convenablement, parce que le yoga, pour moi, c'était une approche de 1 à 1, de maître à élève. Or, pour passer et transmettre le yoga à l'époque, on le faisait dans des maisons de la jeunesse, ou les MJC, oui, c'est ça, ou bref, dans des salles des fêtes dans mon département du 95. Et j'avais des fois 40 personnes. Et enseigner le yoga à 40 et l'enseigner à 1, ça n'a strictement rien à voir. On apprenait dans notre pratique à l'école de yoga la puissance de la posture. Mais la puissance de la posture, elle peut se retourner en difficulté de la posture. Donc je me rendais compte que quelquefois les gens ne repartaient pas comme j'avais imaginé qu'ils allaient repartir. Et j'ai eu envie de faire du sur-mesure en quelque sorte. Et de comprendre comment, même à plusieurs, je pouvais donner une pratique qui lui convienne vraiment et qui soit vraiment efficace. Quelque chose de personnel. Et donc, au-delà de faire les simples salutations au soleil qui étaient juste cette toilette de l'énergie, eh bien, au travers de ce que j'essayais de comprendre de la personne, je proposais plutôt une pratique de posture d'ouverture ou de fermeture et des respirations pranayama plus ou moins adaptées à ce qu'ils étaient. Et rapidement, je me suis trouvée devant quelques constats. Ok, j'avais mon intuition, mais comme je suis très rationnelle, malgré les apparences, j'avais besoin aussi d'outils de mesure, d'outils pratiques, etc. Je me suis mise à faire de la morphopsychologie, en me disant avec cela, sur un visage, sur un corps, on peut déjà décoder des choses et on peut moins se tromper. Et puis, en rencontrant la morphopsychologie, j'ai aussi rencontré l'astrologie. Et à l'époque, je ne savais même pas qu'il y avait 12 signes et je ne savais pas non plus qu'il y avait 10 planètes. Et cette rencontre, je l'ai fait un stage. Pour la première fois, je n'avais pas mes enfants pendant 1 mois et demi. Ils étaient chez leur père. Tout d'un coup, tout ce temps libre, je me suis dit, je vais en faire quelque chose. Donc, mon stage de morphopsycho était suivi d'un stage d'astrologie. J'y étais. Je ne comprenais pas grand-chose. Je n'ai pratiquement pas dormi pendant 1 semaine. J'ai essayé de rattraper les autres. Et je n'ai plus jamais quitté l'astrologie. Alors, qu'est-ce que ça a été une vraie passion. Alors, ça donne quoi? C'est pour les béotiens que nous sommes, pour les profanes que nous sommes, c'est quoi? Quelle grille de lecture ça donne du monde? C'est une grille de lecture assez totalement universelle. Mais en dehors de l'horoscope de non, Cosmopolitan, on oublie complètement l'horoscope. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'horoscope. Ça a à voir avec les tempéraments, avec la cohérence entre la période de l'année où l'individu prend son premier souffle et la qualité de ce moment. Si vous voulez, les fraises ne poussent pas en automne et les pommes ne se ramassent pas forcément en plein été, c'est pas la saison. Vous avez donc une saison pour les êtres humains, tout comme on a une saison pour les végétaux, pour les animaux, pour toute chose. Et le premier souffle, c'est-à-dire le moment de votre premier cri où vous donnez de vous au monde en expirant et que vous prenez du monde en vous en inspirant, vous ne pouvez plus faire autrement que d'être dans la grande danse universelle. Et là, vous êtes marqué, il y a une empreinte. Et cette empreinte est lisible, entre guillemets, décodable, parce que vous êtes en cohérence avec le rythme universel. Et l'astrologie, ça nous donne ça, cette cohérence entre les rythmes personnels et les rythmes universels à partir d'une empreinte première. Et cette empreinte première peut permettre de décoder le tempérament, les aspirations, les forces et les faiblesses d'une personne, les points, si je peux dire, de fragilité et les points sur lesquels comment les vous résorber?
Les résorber, oui, éventuellement. Alors En tout cas, les utiliser. ça Les rejoignait utiliser. aussi le yoga, toutes à fait. les techniques avec le prana, etc. Absolument, différentes choses. c'est-à-dire que on peut, une personne, si on prend par exemple, il y a des tempéraments en fonction des signes et en fonction des moments où la personne justement a pris ce train de la vie. Eh bien, dans la pratique du yoga, bien, il y a des personnes qui sont introverties, d'autres qui sont extraverties. Il y a des personnes qui vivent un moment de pression et d'introversion et des moments d'extraversion. Et si je peux dire ma pratique, eh bien, et la pratique que je proposais aux personnes devenait de plus en plus personnalisée. Bon, et qu'est-ce que vous découvrez justement sur vous à cette occasion? Vous faites, c'est un élément supplémentaire de connaissance de vous, de ses fragilités, forces, faiblesses. Vous découvrez quoi et vous dites, bon ben j'ai ces faiblesses, je vais les résorber, j'ai ces forces, je peux bâtir dessus. Vous en faites quoi de Alors, cette je connaissance? découvre une première chose, c'est que j'ai besoin d'être précise, d'être en accord avec moi-même. J'ai un grand respect du monde. J'ai un grand respect de ceux à quels... Et que c'est vital pour moi, que je ne peux pas faire n'importe quoi et que j'ai besoin de m'appuyer sur la preuve des fondements ou sur la preuve, ou tout au moins sur des fondements solides en ce qui concerne mon impact sur le monde, mais surtout que je me sens sans arrêt responsable. Alors, responsable de quoi? Quel Responsable fondement? Quelle de- philosophie Responsable de tous les actes que je pose, responsable de la conséquence de mes actes, et je pourrais dire même de la conséquence de mes pensées. Parce que je découvre à ce moment-là que par la projection même de mon aspiration soit à faire du bien, soit à ceci, soit à cela, Vous provoquez des choses. oui, il se passe des choses différentes. Et qu'à partir du moment où j'ai commencé à vivre plus intimement avec ce souffle que je prends et que j'échange avec le monde, eh bien, j'arrive à déplacer des curseurs et que dans mon être même, j'ai plus la même posture intérieure et j'ai plus la même posture également sur le plan physique. Alors, quelle posture vous prenez et quel choix de vie ça accompagne et quel projet ça accompagne? Alors, plus de force déjà, c'est la première chose, plus centré, plus de force, plus d'assurance et plus de quiétude dans l'avenir. À partir de là, c'est cette fameuse peur qui s'estompe et tout est possible. Et à ce moment-là, je me dis, et pourquoi je ne partagerai pas ce que je ressens, ce que j'ai découvert avec les autres? Et il me vient l'envie de créer un événement, un truc, où je pourrais faire en sorte que tous les gens merveilleux que j'ai rencontrés ces dernières années, en fait il s'agissait de 6 ou 7 ans, que toutes ces personnes puissent se parler et que je puisse éventuellement partager ce qui m'a tant apporté, puis toutes ces choses merveilleuses que je découvre, puis toutes ces personnes. Donc, je me mets à élaborer le projet de faire une grande manifestation. Et comme je ne fais pas dans la demi-mesure, eh bien, je pense au Palais des Festivals à Cannes et je me dis que s'il y a le Festival des Stars, il peut peut-être y avoir le Festival des Étoiles et que l'astrologie et tout ce qui avait accompagné mon évolution pouvait être un bon moyen de faire un événement clé, un événement choc avec des médias qui reprennent les choses, avec bref, tout ce bouillonnement. Et je vais voir le maire de la ville de Cannes, Anne-Marie Dupuis à l'époque, et je lui demande de m'aider pour pouvoir bénéficier d'un tarif plus intéressant pour louer tout le palais des festivals de Cannes. Je n'avais aucune connaissance du monde de la communication, de l'organisation d'événements. Par contre, j'ai un sens pratique assez fort. Et puis j'avais cette nouvelle énergie que je sentais en moi et l'envie vraiment et de partager et de convaincre. Et j'ai réussi à convaincre, puisque en 1 an et demi, au départ, j'ai été voir un certain nombre d'agences de communication pour leur confier mon projet. Et je me suis rapidement rendu compte que le temps qu'ils réalisent ce que je voulais faire, je pouvais déjà faire avec 2-3 personnes avec qui on se comprenait tout de suite. Donc j'ai commencé à embaucher, j'ai créé une SARL, j'ai embauché. On est arrivé à 10 personnes au bout du chemin 1 an et demi après. J'ai commencé en juin 84, j'ai créé la société Gémeaux Communication. En décembre 85, nous ouvrions à Cannes Symbolium
la première grande manifestation que j'ai créée. Nous avons réussi, 5000 personnes, 120 conférenciers, 20 nations différentes, un programme super, beaucoup d'enthousiasme. Et là, je me dis, mais je ne vais pas licencier ces personnes. Peut-être que je peux faire autrement, peut-être que je peux faire autre chose et je me transforme en organisatrice d'événements pour les autres. Et Voilà alors, le début de ma carrière. vous créez quoi comme événement? Ça pose quoi en plus? Alors, d'abord, j'ai toujours au moins 50% de mon temps en conseil, en accompagnement, car depuis l'époque de l'astrologie, eh bien, je peux dire que j'ai accompagné des dirigeants en étant une aide au choix de vie, une aide à la décision, en les écoutant beaucoup, et des grands noms, et des grands personnages, et en tendant simplement le miroir ou en apportant quelques éléments que je récupérais au travers de leur thème astral, du rythme et des cycles qu'ils vivaient, de l'urgence d'une décision ou d'une tendance à venir. À partir de là, donc 50% de mon temps en service qui me permettait souvent de payer les frais de mon événement puisque je n'avais pas beaucoup de moyens à l'époque. Et puis nous avons refait Symbolium, un deuxième Symbolium en 87, en mai 87, cette fois à la Villette. Mais je ne l'ai plus appelé à l'époque Symbolium, c'était astrologie et quelque chose. Mais très rapidement, je me suis rendu compte que le mot astrologie sentait le soufre, que ça me fermait beaucoup de portes. On m'a même cité dans Je les échos, sortir d'entreprise, j'ai détesté. Et donc, j'ai barré le mot astrologie de tout ça et j'ai appelé Sciences de l'homme, des outils pour l'entreprise, la santé, le développement personnel. Alors ça, c'est donc votre parcours et évolution personnelle. Et les gens dont vous vous êtes entouré, ils étaient tous dans la même dynamique. Qu'est-ce qui a Pas permis forcément. de réussir ça, d'agréger toutes ces énergies justement? Pas forcément. J'avais une secrétaire, une assistante qui n'était pas forcément. Et puis des personnes qui auraient aimé comprendre, connaître. Il y avait certainement une curiosité, une attirance et peut-être une sympathie pour ce que je commençais à devenir assez convaincante. J'avais une telle foi dans ce que je faisais et je continue à l'avoir d'ailleurs dans d'autres choses que je fais, que on est communicante. Je me suis découverte communicante sans le savoir, en fait. Et j'ai réussi à convaincre. Et j'ai toujours eu, à la fois dans un cadre associatif, j'ai toujours mené de front deux choses. Pour ma réflexion et pour mon évolution, c'est le monde associatif. Et pour ce qui est nécessaire, c'est-à-dire gagner des moyens et avoir des moyens pour pouvoir se payer le luxe d'entreprendre dans des endroits peu connus, de prendre un espace libre. Entreprendre, pour moi, c'est se mettre là où il y a un espace libre, où il y a des choses à naître, pour financer justement cette innovation aussi de façon concrète. Eh bien, il faut gagner sa vie. Et donc, là, il y a une activité à but lucratif en faisant payer le vrai prix de ce que nous valons et de ce que nous vendons. Mais toutes les réflexions, je les mets toujours un petit peu de façon marginale dans un groupe de travail. J'ai toujours eu, depuis l'époque, un groupe de travail plus ou moins varié, plus ou moins ouvert, toujours en évolution, qui me permet d'avancer dans ma propre vie et de faire avancer et de voir un noyau dur qui se grandit de plus en plus de personnes qui regardent dans la même direction. Une tribu. Oui, peut-être que j'ai reconstitué une nouvelle tribu. C'est vous le chef? Non. Non, là, c'est vraiment le partage et le réseau. Non, je ne me sens plus chef du tout. Très bien. Vous êtes toujours sur Radio Widoubiz, radio des entrepreneurs. Yannick Leguerne dans l'émission L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure avec Daniel Rousseau. Alors passons à un petit intermède philosophique dans ce monde de buts. Extrait du livre rouge de Carl Gustav Jung qui s'appelle La voie de l'avenir. Si je parle dans l'esprit de ce temps, il me faut dire, rien ni personne ne peut justifier ce qu'il me faut vous annoncer. Me justifier est superflu car je n'ai pas le choix, il le faut. J'ai appris qu'outre l'esprit de ce temps, un autre esprit est à l'œuvre, celui qui règne sur les profondeurs de tout ce qui fait partie du présent. L'esprit de ce temps veut entendre parler d'utilité et de valeur. Je le pensais moi aussi.
et ce qui est humain en moi le pense encore. Mais cet autre esprit m'oblige néanmoins à parler par-delà toute justification, toute utilité et tout sens. Empli de fierté humaine et aveuglé par l'esprit présomptueux de ce temps, j'ai longtemps cherché à tenir cet autre esprit à distance. Mais je n'ai pas pris en compte que l'esprit des profondeurs fut de tout temps et sera pour tous les temps plus puissant que l'esprit de ce temps qui change au fil des générations. L'esprit des profondeurs a soumis toute la fierté et tout l'orgueil du discernement. Il m'a ôté la foi en la science, il m'a privé de la joie d'expliquer et de classifier, et il a fait s'éteindre en moi l'enthousiasme pour les idéaux de ce temps. Il m'a contraint à descendre vers les choses ultimes et les plus simples. L'esprit des profondeurs s'est emparé de mon entendement et de toutes mes connaissances, et les a mis au service de ce qui est inexplicable et qui va à l'encontre du sens. Il m'a privé de la parole et de l'écriture pour tout ce qui n'était pas au service de cette seule chose, cette fusion du sens et du contresens qui produit le sursens. Mais le sursens est la voie, le chemin et le pont vers l'avenir. C'était un petit extrait du livre rouge de Carl Gustav Jung, La voie de l'avenir. Ça vous inspire ? Oh, oui. Pourquoi ? Ça donne à réfléchir. L'esprit des profondeurs. Peut-être que c'est cette énergie-là que j'ai découvert au travers de l'astrologie. Alors, vers quoi finalement ce parcours de yoga, d'astrologue, de connaissance de vous par des moyens qu'on pourrait qualifier de détournés ou pas, vous fait poser un certain nombre de projets, d'entreprises, vous fait entreprendre de manière un peu différente. Alors, poursuivons votre parcours et puis après, vous nous direz comment vous œuvrez d'ailleurs pour entreprendre un peu différemment. Bien là, la dynamique s'installe où, en fait, comme vous l'avez compris, j'entreprends pour faire passer des messages, ou tout au moins pour faire partager mon enthousiasme pour un certain nombre de pistes de recherche, d'outils de connaissance, de grilles de lecture du monde et de grilles de lecture de la vie, de l'univers, etc. Et qui véhicule quelle philosophie, Très sincèrement, au départ, j'avais pas d'idée claire de ce que ça pouvait véhiculer. Ça véhiculait juste mon enthousiasme, au départ. Après, j'ai petit à petit découvert que ça véhiculait, que mon intuition avait peut-être pressenti que ça véhiculait quelque chose de plus puissant, quelque chose qui était... Vous restez trop vague. La naissance d'une nouvelle dimension de l'être, d'une nouvelle dimension. C'est prétentieux, j'ai pas envie de l'être, mais cependant, avec ma grille de lecture astrologique, j'ai décodé en fait que j'étais simplement l'une des personnes ou une des énergies qui était à l'œuvre pour que naisse une nouvelle conscience de l'humanité. Je faisais partie d'un grand troupeau de gens qui véhiculent quelque chose. L'ère du Verseau était là. Il était déjà à l'œuvre et il ne demandait qu'une chose, c'est accentuer le mouvement, accélérer le mouvement, faire apparaître d'autres comportements. Alors, lesquels ? Faire apparaître d'autres regards. Lesquels ? Tout simplement de cultiver sa différence tout en se sentant et en non seulement se sentant, mais en agissant comme étant partie prenante de l'ensemble de l'humanité. Être réellement des êtres reliés les uns aux autres, quel que soit notre niveau social, culturel, couleur, pensée, croyance. Nous faisons partie d'un tout sur cette petite planète qui n'est qu'un village. Et c'est ce grand tout, ce tout qui est en mouvement, qui est en danger aussi. C'est ce grand tout qui demande que nous regardions les choses autrement et qu'un petit peu d'urgence. Nous essayons d'inverser peut-être un mouvement, qu'on en finisse avec... momentanément en tout cas, parce que c'est cyclique, l'intérêt pour les choses et qu'on passe un peu plus à l'intérêt pour ce qui nous dépasse, l'intérêt pour une ouverture, on pourrait dire spirituelle, ou tout au moins qui amène à un peu plus de tolérance, un peu plus de respect les uns des autres, beaucoup plus de respect pour la planète qui nous porte.
Et puis peut-être regarder les liens qui peuvent en fait unir cette planète, ces individus sur la planète et les autres systèmes qui nous entourent sur le plan universel. Alors, comment est-ce que vous faites quels projets vous mettez en œuvre? Quelles entreprises vous créez? Quelles associations vous dirigez qui vont dans ce sens d'une plus grande, à la fois spiritualité, mais donc ouverture à l'autre, aux autres, à soi, au monde, Oui, parce à que l'univers? la spiritualité doit s'incarner dans le quotidien, sinon ça n'a pas vraiment de sens de mon point de vue. Et c'est quoi la différence entre spiritualité et religiosité ou Alors, religion? C'est quoi Pour moi, la religion, tout respect que je porte, est un carcan. Parce que ce sont des règles édictées par les hommes, mais qui nous séparent plutôt que de nous relier à l'essentiel. Sauf peut-être quand elle est bien intégrée, je n'en sais rien, je ne l'ai pas connue très intégrée. Je suis femme et dans la religion dans laquelle je suis née, que je respecte et auquel je suis attachée, enfin c'est en tout cas une culture, je suis juive, et les femmes juives ont un rôle, mais un rôle un petit peu à part de celui des hommes. Elles allument le feu, elles transmettent le sang, mais elles ne pratiquent pratiquement pas si je peux dire, tous les rituels et autres. Ça s'arrange, ça évolue. Mais j'ai été élevée avec comme une séparation entre le rôle de la femme et le rôle de l'homme. Et puis, j'ai souvent vu dans toutes les religions des personnes qui pratiquent, mais qui n'incarnent pas. Et ça veut pour dire moi, quoi, incarner? Bien qu'ils ne mettent pas en pratique dans leur vie de tous les jours les règles de base. L'étape de la loi, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment quelques éléments de respect de ses parents, du geste, de la non-envie, de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas... Bref, des choses basiques qu'on devrait nous apprendre comme étant le comportement de n'importe quel humain qui se respecte et qui respecte les autres. La vie. Une philosophie pratique, finalement, Oui, c'est sûr, on incarne et on va pratiquer ce en quoi on croit. Ah, moi, je pense que ça se sent tout de suite. Enfin, je crois, j'en le vois dans la façon d'être authentique, c'est-à-dire faire ce que l'on dit et être ce que l'on croit. Enfin, voilà, il y a j'ai rencontré trop de personnes qui ont un discours, qui ont même une apparence et pas les pratiques. Et il y a tout un pan de leur vie qui est absolument non conforme à ce qu'ils laissent entendre ou ce qu'ils prétendent. Alors par rapport à ça, ça vous mène à réfléchir bien sûr à l'entrepreneuriat. Ah ben, de toute façon, à la manière de conduire des entreprises, à la manière de conduire le monde. Entrepreneur, je suis devenue plus par obligation et par nécessité que par aspiration, entre guillemets, ou par vocation. Je n'étais pas à me dire « je veux créer une entreprise », contrairement à certains entrepreneurs que j'accompagne maintenant. C'était plus, je n'ai pas d'autre choix. Je me sépare, je divorce et je vais élever 2 enfants. Je peux continuer à être prof de yoga, ce qui est très sympathique, même un peu lucratif, mais tout de même... Il manque quelque chose. Non, et en plus, je pense que ça n'est pas très solide, entre guillemets. Toute profession libérale, d'ailleurs, est assez fragile. Le jour où vous avez un petit souci de santé, ce qui m'était arrivé à l'époque avec une crise, disons, avec... une sciatique paralysante, du coup, du jour au lendemain, vous ne pouvez plus rien enseigner, vous ne pouvez plus gagner votre vie et vous avez toutes les charges qui continuent à tourner, donc ça, c'est pas jouable. Donc, mon pragmatisme m'a très vite fait voir qu'il fallait penser autrement les choses et qu'il était nécessaire que j'entreprenne. Alors, je pouvais redevenir expert comptable, prendre une formation qui me remette à niveau, me faire embaucher, mais très vite, je su que ce n'était absolument pas la chose qui pouvait me convenir et me permettre de m'épanouir, surtout après le parcours que j'avais commencé en yoga, etc. Donc, entreprendre, j'ai créé Gémeaux parce que j'avais envie de transmettre, de partager et d'amener à la connaissance de tous un certain nombre de choses, dont ces grilles de lecture symbolique. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai donc ainsi appris le métier de dirigeante d'une entreprise de communication. Je n'ai jamais manqué d'idées. Je pense que j'ai une créativité assez vivante. Et j'ai continué ainsi, c'est-à-dire que je me suis proposée d'accompagner des entreprises dans la recherche d'événements qui décoiffe un peu,
qui pressentent le futur, qui Alors lesquels, anticipent. par exemple? Oh, Vous écoutez, avez travaillé même avec des polytechniciens, X-Min, Oui. enfin, différentes choses comme ça. eh bien, On pour peut tout les vous dire, citer peut-être, je ne sais pas. écoutez, juste après mon deuxième symbolium à la Villette, au Palais des Festivals, oui, c'est ça, à la Villette, Sciences de l'homme, des outils pour l'entreprise, la santé, le développement personnel, j'avais attiré sur une table ronde sur l'entreprise, eh bien, entre autres, le président du MEDEF des Hauts-de-Seine à l'époque, d'autres, il devait y avoir Michel Barouin qui était normalement le sponsor, mais il est décédé en février. Notre événement a eu lieu au mois de mai. À l'époque, François Barouin a contribué, son fils, à une table ronde avec des étudiants. Mais il y avait aussi surtout Thierry Gaudin, qui est ingénieur général des mines et qui était à l'époque le patron de la prospective en France, puisqu'il était au ministère de la Recherche. Et compte tenu de ce qui s'était passé pendant cette manifestation, il m'a proposé de tenir un séminaire dans le cadre de ce qu'il faisait à la montagne Sainte-Geneviève, au ministère, mais en montant d'un cran peut-être le questionnement, la qualité, etc., mais surtout avec comme une question qu'on se posait ensemble. Comment éviter la manipulation psychique des individus. Thierry travaillait sur 2100 récits du prochain siècle, donc Un livre qui était un qu'on peut projet. tout vous retrouver. C'est-à-dire qu'au et départ, puis c'était des travaux qui ont donné un lieu à un livre, ouvrage. un site internet. D'ailleurs, on en oui. parlera avec Oui, on en lui parlera, bien sûr. dans une prochaine émission. Donc c'était un petit peu un défi en me disant est-ce que vous croyez, vous qui amenez, excusez-moi, mais tous les barges, entre guillemets, il y avait de tout, hein, des consultants qui se présentaient carrément grimés et qui faisaient même des messes noires pour les entrepreneurs de manière à ce qu'ils... Bizarre, ça. Oui, Léonard Blanc, et puis d'autres encore, hein, on en a connu quelques-uns. Il y a eu une époque où c'était complètement fou. Et justement... Mais qu'est-ce qui ressort de ça? J'avais Quelle invité connaissance ces gens-là parce que c'était des pratiques. Alors, les nouveaux gourous, il y a un bouquin qui est sorti à l'époque d'ailleurs, Les nouveaux gourous. C'est une journaliste qui avait, c'est une journaliste qui avait fait cet ouvrage. Et il y avait tout un répertoire des gens un petit peu hors normes ou qui essayaient d'amener les dirigeants de grandes entreprises, c'est là où il y avait le plus de moyens, à sortir des sentiers battus, puisque à l'époque il n'y avait pas trop de crise comme maintenant. On pouvait se permettre le luxe de prendre quelques risques. Et il y avait vraiment une quantité de propositions qui allaient du tarot outil de management en passant par le hiking pour se poser des questions et prendre des décisions, l'astrologie pour le recrutement. Bref, il y avait énormément de voix différentes qui sollicitaient les dirigeants. Et donc, Thierry me disait ce serait intéressant de voir comment ces personnes interviennent, leur façon d'intervenir, leurs propositions, la qualité des contenus, ce que ça donne et peut-être les risques qu'on peut repérer au travers de ça. pour éviter Et en la fait, manipulation voilà, psychique, c'était etc. puisque dans ce que nous décodions du futur, Thierry est un prospectiviste, mais je crois que c'est un visionnaire surtout. Il ressent les choses. C'est même un voyant. Il le sait peut-être pas, mais je crois qu'il l'est. Eh bien, il Les sent. polytechniciens voyants, c'est Ouais, pourquoi beaucoup. pas? C'est des hommes, des individus complets. Donc, il y avait cette chose-là. Et nous avons fait passer vraiment un grand nombre de consultants. Et nous avons effectivement repéré que c'était au travers de la formation qu'il y avait le plus d'influence et le plus, si je peux dire, d'impact dans l'entreprise. Entre autres, il y a un certain nombre de dérives sectaires qui entraient dans l'entreprise au travers de la formation. Et donc, nous avons transformé notre séminaire qui, au tout début, s'appelait « Les métamorphoses de l'entreprise ». Tous les ans, nous faisions un grand colloque. La deuxième année, ça s'est appelé « Penser autrement la formation ». Nous avons abordé justement le thème de la formation et de la façon dont on pouvait sortir des sentiers battus et comment elle était proposée aux entreprises pour en finir avec management, éthique et spiritualité. En 1990, donc on était déjà à l'époque, il y a plus de 12 ans, oui c'est ça, non 12 ans, oui, je ne sais plus, non 22 ans, mon Dieu. On ne se voit pas vieillir. Non, Vous ne 22. vieillissez pas, Il y a Daniel. 22 ans, donc notre dernier colloque s'appelait Management, éthique et spiritualité. Et par la suite, les travaux, donc le livre, l'ouvrage est sorti, 2100 récits du prochain siècle,
Vous avez 2100.org, un site qui redonne tous les travaux de Thierry Gaudin. Pour ma part, j'ai fait mon chemin autrement. J'ai créé à l'époque un salon de l'environnement, le premier, qui avait des contenus, qui De s'appelait l'environnement. Écosite, Oui. avec un label Écomère. Et nous avons fait le tour de France en nous posant les questions sur transport et stockage des matières dangereuses, urbanisme, environnement, bref, un certain nombre de choses qui étaient un questionnement sur ce qui était à venir en matière d'urgence pour notre société. Voilà, c'est un des exemples d'événements que j'ai pu créer. Alors ça vous mène à quoi? Parce que parallèlement, vous continuez à la fois à animer des think tanks, à animer des cercles de réflexion sur l'évolution du monde, sur l'entrepreneuriat, que ça soit avec des acteurs français, internationaux. Vous avez beaucoup travaillé avec votre pays d'origine, la Tunisie, avec l'Afrique, avec différents pays. Ça vous a appris quoi et quel est l'état actuel de l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'on peut entreprendre pour soi, pour le monde? Comment on peut entreprendre? Et en quoi les modes entrepreneuriaux changent? Et vers quoi ils peuvent évoluer et de manière souhaitable? Au travers de Tremplin Dirigeant, qui est une société que j'ai créée pour pouvoir répondre à la demande en matière de création d'entreprises, en particulier des demandeurs d'emploi, puisque nous avions pas loin de 50% de RMistes dans le show, je pense que la demande d'autonomie, pour moi aujourd'hui, la recherche d'entrepreneuriat, le sens de l'entrepreneuriat se situe à plusieurs niveaux. Il y a des besoins d'entreprises à fort potentiel de croissance et là, les entrepreneurs sont là et ils sont dans l'innovation, ils sont dans de nombreuses pistes, voies, etc. Et ils sont animés ou pas animés par ce désir de contribuer, mais également de s'enrichir, entre guillemets. Alors, on pourra parler de s'enrichir comment et qu'est-ce que la richesse. Et puis, il y a aussi ceux qui entreprennent, comme je l'ai fait moi-même, plus par nécessité que par vocation. Et là, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, ils ne sont pas employables, il n'y a pas de marché qui soit ouvert et ils sont obligés de se reposer la question de leur identité, de leur utilité et des moyens de vivre. Et cela, je pense que c'est une forme d'entrepreneuriat grâce au statut d'auto-entrepreneur qui est intelligente. C'est quelquefois un leurre, mais de toute façon, c'est une éducation et une expérience fabuleuse. Ils ne ressortent jamais les mêmes et ils ressortent toujours plus forts de ce type d'expérience. Donc, transformé par l'entrepreneuriat. Je pense que entreprendre, c'est prendre sa vie en main aussi. C'est ne plus attendre que les choses nous arrivent toutes prêtes. C'est penser par soi-même, agir par soi-même, ne pas attendre que l'on vous donne une subvention ou que l'on vous donne le là de ce que vous avez à faire. C'est réellement faire par vous-même. Et là, c'est une école fabuleuse pour justement devenir. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, pour parler d'entreprendre avec dans la société des emplois, de la création de richesses, une ouverture différente, etc. Bien, je pense que je suis venue à l'entrepreneuriat, comme je le disais, par un besoin personnel et par une obligation, mais je me suis rendu compte rapidement que ceci touchait essentiellement les femmes et qu'elles avaient beaucoup plus de mal à réussir dans le monde de l'entreprise parce qu'elles étaient femmes. Parce qu'elles sont moins douées, moins intelligentes? Pas du tout. Simplement parce qu'à l'époque, on n'était pas encore habitué à voir des femmes rentrer dans cette logique. Des femmes indépendantes, des femmes, etc. Donc, elles avaient manqué de réseau. Souvent, pour réussir, il faut avoir des relations avec d'autres entrepreneurs et pouvoir négocier des contrats et autres. Et ça se fait souvent par cooptation. Même rentrer au MEDEF, c'est par cooptation, sinon vous n'y entrez pas. Donc il fallait penser autrement l'éducation des femmes. Et sans être très prétentieux, j'ai commencé à avoir un petit cercle de femmes auxquelles j'ai proposé d'agir ensemble, de réfléchir ensemble pour faire progresser les femmes. Dirigeantes, c'était des femmes pour faire progresser les femmes dans l'économie, pas ailleurs. Ailleurs, il y a énormément d'associations qui le font, mais cependant,
quand on est autonome économiquement, je crois qu'on a déjà fait un sacré bout de chemin. Et voilà comment j'ai commencé à analyser, à rentrer dans des groupes de réflexion comme à l'OCDE. Qu'est-ce qui signe, pourquoi il y a moins de femmes? Qu'est-ce que socialement ça signifie? Qu'est-ce que pratiquement, économiquement, statistiquement, bref, tout décortiquer. Et j'ai commencé aussi à travailler sur d'autres pays, car quand j'ai épuisé, quand je crois avoir compris quelque chose, j'ai vraiment toujours besoin de comprendre un peu plus. C'est peut-être un défaut, mais en tout cas, ça a nourri ma vie. Et j'ai eu envie de partager ces conclusions, ces envies, ces espoirs d'ouverture et d'humanité aussi avec les femmes d'autres pays. C'est comme ça que j'ai commencé à aller au Cameroun, à aller où nous avons créé Dirigeants de Cameroun, à aller au Mali, à aller au Niger, à aller bien sûr en Tunisie, mon pays natal, où j'ai des attaches réellement fortes avec la terre, avec l'énergie, avec les couleurs, avec le soleil, avec les odeurs, mais également avec les gens qui sont assez merveilleux. Et nous avons effectivement mis en place des programmes pour développer l'entrepreneuriat féminin dans ces endroits-là. Très bien. Alors, vous parliez de s'enrichir quand on entreprend. Alors, vous souleviez aussi une autre question. Comment est-ce qu'on s'enrichit? C'est quoi cet enrichissement? Alors, le mot richesse, oui, le mot richesse, il peut être pris de différentes façons. Il y a des résultats économiques. Et on peut devenir le plus riche possible, mais très seul, avec quelque chose de très sec au fond de soi. Et j'ai rencontré des entrepreneurs fabuleux qui entreprennent autrement. Et je crois que c'est la nouvelle mode. En tout cas, ça va venir dans les années qui viennent. Je garantis que ce sera une chose qui va vraiment se développer. C'est une forme de coopération où, en fait, on entreprend, mais on entreprend avec son équipe. On partage le mieux possible. Et il y a là un enthousiasme que l'on ne peut plus acheter. On peut payer les gens très cher quand ils ont une vie d'enfer au boulot. Vous ne pouvez pas en tirer le meilleur. Bien sûr, on peut presser, compresser. On a tous les risques psychosociaux que l'on connaît, les tentatives de suicide et autres. Tout le système ne se changera pas du jour au lendemain, mais il y a une race d'entrepreneurs qui est en train de naître et que j'apprécie énormément, qui fait qu'on entreprend aujourd'hui de façon solidaire. On a envie de faire grandir ce qui est bon pour l'humanité, pour la terre, pour les richesses. Nous en avons besoin. Nous savons faire du chiffre d'affaires, nous savons mener des équipes, mais nous savons aussi partager. Beau message. Alors, qu'est-ce que vous avez pu découvrir d'autre justement dans ces nouveaux profils d'entrepreneurs? Vous avez des anecdotes, vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit, des gens que vous avez pu aider, qui ont monté différents projets? Il y a surtout une personnalité je prends des personnalités que j'ai rencontrées tout récemment. On avait un colloque en Tunisie avec l'association Développeurs sans frontières que je co-préside avec un garçon qui s'appelle Henri Giroux, qui est dans les finances solidaires. Donc nous avons organisé une des tables rondes que nous avons organisées, s'appelait Entreprendre autrement. Et à cette occasion-là, j'ai découvert un garçon qui s'appelle Emmanuel Kapersky, je crois et qui a créé une coopérative, en fait, qui doit s'appeler Réplique. Et ils apportent avec un groupe tout un appui à des jeunes entrepreneurs pour leur permettre de développer un projet qui sera un projet coopératif où il ne sera pas le seul actionnaire, où il partagera avec d'autres, mais où, au départ, on l'accompagne pour qu'il puisse démarrer l'entreprise en toute sécurité et, si je peux dire, en étant libre de ne faire que s'occuper de son projet et de son développement puisqu'il est pris en charge économiquement, il a un minimum de salaire, il a le soutien de toute une équipe de juristes, de ceci, de cela, et puis de techniciens également. Donc c'est comme un incubateur, c'est comme une pépinière, mais c'est au-delà de ça, un accompagnement dans le temps puisque c'est une grande coopérative qui se fait de multiples et qui s'enrichit de multiples coopératives annexes. Et donc, c'est plutôt inclusif. Et ce qui me plaît bien, c'est que les têtes de file sont aussi en coopérative.
Donc nous ne sommes pas dans une logique simple d'intérêt capitalistique qui n'est pas négligeable, qui est tout à fait respectable. Mais là, il y a une autre logique qui est une expérience. Peut-être que De dans partage, quelques de années, solidarité, on de se faire dira avec. le communisme, c'était pas terrible, ceci, c'était pas... Il y a des tentatives de partage. Jusqu'où, comment? J'espère que cette tentative sera heureuse et qu'elle portera ses fruits. En tout cas, elle est porteuse de germes. Alors, très bien, on va passer à notre troisième et dernière partie, notre questionnaire Changer le monde. Alors Daniel Rousseau, qu'est-ce qui vous fait rêver? Qu'est-ce qui me fait rêver? Une ouverture. Qu'est-ce qui vous fait bouger? Le regard des autres, la présence d'un autre. Et puis, qu'est-ce qui me fait bouger? L'espoir de pouvoir faire avec d'autres. Qu'est-ce que vous aimez? L'authenticité, Qu'est-ce qui est magique pour vous? la vie. Qu'est-ce que vous aimeriez faire disparaître ou apparaître avec une baguette magique? La médiocrité. Quels vœux vous pourriez formuler ou quelles actions vous pourriez prendre pour améliorer le monde ou l'homme que vous n'ayez pas fait encore? Quel vœu? Baguette magique. Soyons maximum d'hommes et de femmes debout, responsables d'eux-mêmes. Qu'est-ce que plus d'humanité? Plus d'humanité, c'est plus d'écoute, plus de partage. C'est quoi s'engager? C'est donner sans compter. Qu'est-ce que l'homme? Avec un H majuscule. Les femmes Oui. sont des hommes comme les autres. Exactement. Eh bien, c'est des êtres qui sont aptes à transformer beaucoup de choses autour d'eux. Responsables de ce qu'ils transforment autour d'eux. Qu'est-ce que la femme avec un grand F? L'avenir de l'homme, probablement. Quelle est votre vision du monde? Et comment avez-vous concrètement aidé à changer le monde Je déjà? pense que j'ai apporté justement ce qu'une femme peut apporter à mon petit niveau, c'est-à-dire plus de féminin, plus de sensibilité, une façon autre d'envisager la vie, moins en guerrière, plus en collaboration, plus en bienveillance et plus en partage. J'ai pas envie d'utiliser le mot amour car il est banalisé, mais peut-être Mais soyons l'amour fous, avec un pourquoi grand A. Quelle est votre richesse? Ma foi dans la vie et dans les autres. Pourquoi le monde est beau? Parce que mon passage ne sera qu'éphémère, donc il faut en profiter. Est l'art dans votre vie? C'est l'essentiel, ça fait partie du tout, ça rend... C'est notre capacité à... Oui, notre capacité à rendre plus lumineux le quotidien des uns des autres. L'art est important, l'art pour moi c'est la vision, c'est une façon de transmettre ce que nous pressentons. Je crois que pour moi l'art est visionnaire. L'art, un artiste, ou nous sommes artistes dans ce que nous faisons, nous ne sommes pas seulement artistes dans le geste qui fait que nous peignons. Il y a une façon de transmettre une fulgurance comme une vision éclairante sur ce que l'humanité a à devenir. Quelles sont vos 3 idées pour changer le monde et pour bâtir concrètement au quotidien une humanité meilleure? Bien, je trouve que grâce à Internet, nous avons une chance extraordinaire, le don d'ubiquité. Ça peut être le pire ou le meilleur. Nous pourrions peut-être essayer de l'utiliser pour le meilleur.
c'est-à-dire communiquer le plus possible, donner le plus possible. Je vois qu'il y a des pratiques chez les jeunes qui font qu'on se communique un bon plan, on se communique quelque chose qui fait qu'on facilite la vie des uns des autres, on fait appel aux bonnes volontés, à la générosité de façon plus instantanée. On résout des problèmes de façon plus instantanée, on est plus informé de tel ou tel événement qui est plus ou moins important, dramatique et autres. Bref, chacun peut, là où il est, faire sur une petite, disons dans une petite sphère ou une sphère beaucoup plus grande quelque chose. Et je pense que réellement, ça va être un des éléments qui vont accélérer le mouvement. Pour conclure, une devise? Alors là, Une devise, un conseil, un conseil. quelque chose qui vous définit et qui... Quelque chose qui me définisse. et qui- L'espoir, la lumière, voilà, l'attention au quotidien, Et ça permet de changer le monde. éventuellement. Bien, merci beaucoup, Daniel Rousseau. L'art de changer le monde et de bâtir une humanité meilleure, c'est par chacun et pour chacun, c'est ensemble et c'est maintenant. And for someone else, but not for me. Our love was out to get me. That's the way